殺人ショット。On raconte qu'un soir d'hiver dans les montagnes de Yamaguchi, un garçon est mort sans faire de bruit. Pas de cris, pas de chute dramatique, juste un corps cassé, figé dans un lit de neige, comme une marionnette dont le fil s'est rompu. Certains disent qu'il avait un couteau à la main, d'autres qu'il souriait. Une rumeur prétend qu'on a trouvé ses empreintes partout, sauf sur la terre, comme s'il avait flotté toute sa vie sans jamais vraiment poser le pied. Il s'appelait Isaac. Isaac comme un mot qu'on prononce mal ici, trop de voyelles, pas assez de silence. Un prénom américain dans une bouche japonaise. Ceci est son histoire, ce n'est pas un conte de fées. Sasebo, 1999, un port sans charme, une base militaire américaine qui pue la friture et le kérosène, et une fille de 19 ans qui rêve d'amour comme on rêve d'un train pour s'échapper. Elle s'appelle Haruka. Comme toutes les Haruka, elle pense que sa beauté suffira à faire taire le monde. Jusqu'au jour où elle tomba enceinte d'un soldat américain qui avait peut-être la clé du tapis volant qui l'emmènerait vers d'autres cieux. Un type grand, musclé, très noir et très souriant, dont le regard disait déjà qu'il repartirait après avoir eu ce qu'il voulait. Il repartit, elle resta. Le bébé naquit avec des yeux trop grands, une peau trop sombre, des cheveux trop frisés. Une anomalie statistique dans un archipel qui valorise l'uniformité comme vertu cardinale. On l'appela Isaac comme son père, comme pour conjurer la honte avec l'élégance menteuse de la Bible. Mais ici, même les anges doivent avoir la couleur uniforme. Haruka, vite débordée, finit par se marier avec un homme de 67 ans, un veuf, propriétaire de 3 boutiques, et d'un moral aussi sec que serein. On l'appelait Otis, même quand on devait l'aimer. Pour lui, Isaac n'était pas un enfant, c'était un rappel gênant que sa femme avait été mère et désirée, voire aimée par d'autres. Dans la maison de bois, au milieu des champs de Yamaguchi, Isaac devint une ombre. La maison était étroite, les murs trop fins pour contenir les hurlements étouffés. Haruka s'était fanée à vue d'œil comme une fleur trop vite cueillie. À 22 ans, elle en paraissait 40. Elle portait des tenues bon marché, souriait mécaniquement et ne disait plus rien quand Otis a grondé Isaac, souvent pour rien ou pas grand-chose. Isaac grandissait comme une mauvaise herbe, grande, indisciplinée, sombre dans un champ de tiges pâles. Alors à l'école, il était au mieux Kokojin, mais souvent Bakemono, le monstre. On ne le regardait pas dans les yeux, sauf pour le frapper ou l'insulter. Les autres enfants l'encerclaient, parfois comme dans une pièce de théâtre où l'on répète les coups pour qu'ils deviennent des habitudes. À 9 ans, il apprit à encaisser. À 10, il apprit à rendre. Ses demi-frères et demi-sœurs nés du vieil homme et de Haruka étaient des chérubins du foyer. Eux avaient les bons yeux, la bonne peau, les bons silences. À table, Isaac mangeait après eux, souvent les restes. Le vieil homme l'appelait Hoki, le balai, non pour sa fonction, mais parce que, selon lui, il était fait pour ramasser la saleté qu'il représentait. Un soir, alors qu'il avait 11 ans, sa demi-sœur, Akari, dessina un singe sur une feuille et le lui montra. « Regarde, Isaac, c'est toi quand tu manges. » Elle rit. Il ne rit pas. Il prit un marqueur noir et barbouilla le dessin jusqu'à ce qu'il disparaisse. Puis il avala le papier, lentement, devant elle, sans rien dire. À 14 ans, Isaac mesurait déjà 1,80 m. Son corps était un piège, un assemblage de muscles précoces et de cicatrices discrètes. Son regard était vide, mais sa mâchoire toujours serrée, comme si une phrase jamais dite essayait de s'échapper. Il fugua pour la première fois après avoir volé une canette dans une supérette.
L'épicier tenta de l'arrêter, Isaac le frappa au visage, lui explosant la lèvre. On l'amena au poste, le vieil homme vint le chercher, il ne dit rien dans la voiture, mais arrivé à la maison, il sortit un bâton et le frappa sans compter. Ce fut ce jour-là qu'Isaac comprit qu'il ne saignerait plus s'en rendre. Il attrapa le bâton, le brisa et enfonça l'un des éclats dans la joue du vieil homme. Puis il lui fracassa les dents contre le bord de la table basse. Oji-san hurla comme un animal blessé, Haruka cria son prénom. Akari, 12 ans, entra dans la pièce. Isaac, dans un souffle animal, la frappa elle aussi sans réfléchir. Elle tomba sur le tatami inconsciente. Il ne resta pas pour les excuses, il courut, jusqu'à une vieille grange derrière les rizières, là où personne n'allait, là où les outils rouillaient dans le silence. Il dormit là, ou plutôt il ferma les yeux, car on ne dort pas vraiment quand on vient de détruire le peu qu'il nous reste. La grange puait le vieux bois, la paille pourrie et l'urine de chats sauvages. Isaac, recroquevillé entre une brouette cassée et un sac d'engrais éventré, respirait à peine. Il entendait les grenouilles au loin comme une chorale de spectres moqueurs. Il n'avait ni froid ni faim, juste cette sensation étrange, familière, l'impression d'avoir traversé une ligne qu'on ne peut plus effacer. Il resta là jusqu'à la nuit. Puis, poussé par une force floue, peut-être un instinct de bête blessée ou une colère qui n'avait pas fini son chant, il retourna à la maison. Il entra par la porte coulissante sans bruit. Il connaissait les zones du plancher qui grinçaient. À l'étage, le vieil homme gémissait encore, sa mâchoire tuméfiée laissait s'échapper un râle gluant. Haruka était debout à côté de lui, une main sur sa poitrine, l'autre tenant un vieux téléphone à cadran qu'elle n'osait pas vraiment utiliser. Quand ils entendirent les pas dans l'escalier, ce ne fut pas de la peur qu'ils ressentirent, ce fut une fatigue résignée. Le vieil homme ouvrit la bouche, du sang perla entre ses dents ébréchées. Il tenta de se lever. Isaac ne dit rien. Il bondit. Il frappa d'abord les jambes pour les briser comme on abat une chaise, puis le ventre, puis le visage. Haruka hurlait, essayait de le tirer en arrière, mais il était trop tard. Le corps du vieillard s'affaissait déjà, une flaque de sang s'étalant sous son crâne ouvert, on eût dit une fleur rouge, fragile, sale. Alors il se tourna vers sa mère. Elle ne cria pas. Elle le regarda et dans son regard il n'y avait ni haine ni pitié, juste un vide terrifiant, celui qu'elle lui avait transmis en silence pendant 14 ans. Elle tendit la main, réflexe maternel inutile, et il la repoussa violemment. Elle tomba sur le côté, heurtant la table basse, le bruit des côtes qui craquent, un souffle coupé net, puis plus rien. Le foie avait cédé, le cœur aussi. Il resta figé, une seconde, deux, puis un bruit de pas dans l'escalier. Akari. Elle n'avait que 12 ans et son visage encore tuméfié d'un hématome violet. Ses grands yeux s'ouvrirent comme des portes vers un monde qu'elle n'avait pas choisi. Elle comprit en une seule seconde qu'elle ne reverrait plus jamais le monde comme avant. Isaac la fixa. Elle, figée sur la dernière marche, n'osait plus bouger. Il sortit un petit couteau de cuisine qu'il avait glissé dans la manche de son sweat. Rien de cérémoniel, juste un vieux manche en plastique et une lame émoussée. « Tu viens avec moi » dit-il d'une voix basse. C'était un ordre, mais aussi une supplique. Elle obéit. Ils marchèrent toute la nuit. La forêt au nord de Yamaguchi n'est pas une forêt paisible. Elle est peuplée de bêtes, de vieux dieux oubliés et de secrets que même les corbeaux avaient peur de croasser. Isaac marchait devant, Akari trébuchait derrière, ses petits pieds dérapant sur les racines, ses sanglots étouffés par la manche de son pyjama. Ils trouvèrent un abri sommaire sous un rocher. Le couteau d'Isaac ne tremblait pas, mais ses mains, oui. Ce qui se passa cette nuit-là, personne ne l'entendit. Il n'y eut pas de témoins, pas de confession, pas de mots,
juste une tache sombre dans la neige et un silence lourd comme la honte. Au matin, il était seul. Il marcha encore plus haut vers les crêtes. Le soleil se leva lentement, colorant la neige de rose et d'or. Isaac, les mains en sang, les yeux brûlés par le froid, regardait en bas la vallée qu'il avait fuie, la vie qu'il avait refusée, la bête qu'il était devenu. Il ne pleura pas vraiment, juste un long soupir comme si l'air lui-même refusait de le quitter. Puis la roche céda sous son pied, il tomba, pas de cri. Pas de panique. Il glissa, heurta les pierres, son crâne s'ouvrit comme une grenade trop mûre. Le silence revint. 3 jours après les événements, un chasseur trouva le corps. Il ne reconnut pas immédiatement Isaac, ce n'était plus un garçon, c'était une silhouette disloquée comme si le destin lui-même avait voulu signer. Il appela les autorités, la police boucla la zone, les journaux se ruèrent sur l'affaire. Le tueur de Yamaguchi, titra un hebdomadaire. Le monstre métis, osa un autre avec la subtilité d'une enclume. Le Japon avait trouvé son cauchemar du mois et cela tombait bien, l'hiver avait besoin de frissons. On découvrit les corps dans la maison, le vieil homme défiguré, Haruka brisé, et la petite Akari abandonnée dans un creux de la montagne, son corps à moitié gelé. L'horreur, la vraie, celle qui ne se raconte pas aux enfants. Le pays se tendit un instant, puis passa à autre chose, comme toujours. Mais certaines histoires s'enfouissent comme les graines. On les oublie, puis un jour elles poussent. Isaac n'était pas un psychopathe ni un sociopathe, c'était un garçon, un enfant privé d'espace pour respirer, d'amour pour grandir et de mots pour comprendre. Sa violence n'était pas gratuite, elle était logique. Une logique déformée mais prévisible, presque mathématique. Ce qui le tue, au fond, ce n'est pas sa chute, c'est ce qu'il portait déjà au fond de lui, l'idée qu'il n'aurait jamais eu le droit d'exister pleinement ni autrement que par la violence et par sa différence. Docteur Nakamoto, psychiatre judiciaire, rapport non transmis à la presse. Je suis né dans une maison où je n'avais pas de nom. On m'a appelé Isaac, mais je n'ai jamais su ce que ça voulait dire. J'ai cherché des yeux qui me reconnaissent, mais on m'a toujours vu comme autre chose, un chien, un balai, enfin une erreur. Peut-être que je suis tout ça, peut-être pas. Mais je voulais qu'une fois, une seule, on me regarde sans détourner les yeux. Dans une salle de classe d'un village de Yamaguchi, une vieille enseignante, Madame Kubo, montra un jour à ses élèves une photo. Un garçon de 14 ans très grand, le regard perdu, elle dit simplement « Cet élève-là, on ne l'a jamais compris, peut-être qu'on n'a pas essayé. » Un silence, puis un élève demanda « Bah, c'est celui qui a tué sa famille, non ?» Elle répondit « Oui. » Puis après une pause « Mais avant ça, c'est peut-être nous qui l'avions tué. » Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, fut longtemps le mien. Si mes contenus vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, d'activer la petite cloche pour être mis au courant de toutes les sorties. Si vous le pouvez et le voulez, vous pouvez aider la chaîne en suivant les liens qui sont en description, vous le savez, mes contenus sont souvent démonétisés. Voilà, je vous laisse d'autres vieilles histoires ensevelies sous la neige des montagnes de Yamaguchi ou sous le sable des plages d'Okinawa m'attendent alors. Matane. Yuki no naka, hitori aruku.
黒い肌、風がなでる静かな空白い山。僕の夢は羽になる。飛びたいどこまでも、雪の彼方光を追って誰も知らない空へと、心はもう風の中。雪の中一人歩く、黒い肌、風がなでる静かな空白い山。僕の夢は羽になる。飛びたいどこまでも、雪の彼方光を追って